17h10. Marcello traverse le parking souterrain de son immeuble. Quand soudain, il découvre couché le long de sa voiture le corps couvert de sang d'une de ses voisines. Les secours arrivent quelques minutes plus tard. Nathalie Davids est encore vivante, mais elle a été criblée de balles. Elle meurt à 18h50, à l'âge de 35 ans. Ce crime est le premier d'une série qui a terrorisé le département de l'Essonne. Quatre assassinats commis en 5 mois entre novembre 2011 et mars 2012. On a un tueur dans la nature, on ne sait pas pourquoi il fait ça, mais il faut l'arrêter. 4 crimes commis au hasard, en plein jour, sans mobile, par un seul homme, Yoni Palmier. Le tueur de l'Essonne était bourré de toc. Il ne supportait pas les sécrétions. C'est quelqu'un qui, au lieu d'avaler sa salive, va recracher sa salive dans un mouchoir et faire une consommation assez hallucinante de mouchoirs sur les interrogatoires. 4 crimes. Et Yoni Palmier n'était pas prêt de s'arrêter. Il a cette haine des autres et cette envie de les tuer et d'avoir un droit de vie et de mort sur eux. On retrouve les 7 douilles autour du corps, aux alentours de... Ouais, ça va jusqu'à 3-4 mètres pour les plus lointaines. Sinon, elles sont très proches du corps. La scène de crime, elle décrit une grande violence et donc, en fait, de la colère. Nous, quand on a plusieurs douilles comme ça, on sait qu'on a affaire à un auteur déterminé à exécuter quelqu'un. Puisque 7 coups de feu sur une personne, c'est pour pas le louper. Alors que la police scientifique passe le parking au crible, les hommes de la brigade criminelle interrogent les habitants de l'immeuble. Personne n'a entendu les détonations. Mes 4 voisins racontent la même histoire. Cet après-midi-là, ils ont vu un motard qu'ils ne connaissaient pas traîner dans le garage. Le premier voisin explique qu'il est descendu bricoler sa voiture au 2e sous-sol. Un motard était là, casque intégral sur la tête. Il l'a salué, le type n'a pas répondu, il a démarré sa moto. Une machine sportive et s'est dirigé vers la sortie. 20 minutes plus tard, en quittant le parking, le voisin a retrouvé le motard au 1er sous-sol cette fois. Le moteur arrêté et toujours le casque sur la tête. Le 2e témoin est une femme. Elle aussi a vu le motard tout de noir vêtu, mais elle n'a pas vu le visage, caché par le casque. Je me suis demandé ce qu'il faisait là. Je dois vous dire qu'il me faisait un peu peur. Le 3e témoin, c'est Marcello, le voisin qui a trouvé le corps de Nathalie une demi-heure plus tard. Il décrit un homme d'1m78, pas épais, pas baraqué, plutôt mince. Quant au dernier témoin, il est motard. Il est arrivé juste après Marcello. Ce qui l'a étonné, c'est que l'homme portait des vêtements de ville avec une moto de sport. Il évoque aussi un menton à la Dalton. Pour le reste, aucune idée. Le motard avait son casque sur la tête. Quant à la moto, il en est certain, c'est une Suzuki. Le motard, on est sûr à 100%, et il dit « je suis sûr à 100%, c'est un 1000 GSX-R modifié ». En tout cas, il y a une chose est certaine, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui est extérieur à la résidence, que les gens n'ont pas identifié, n'ont pas reconnu.
Dominique, est-ce que l'analyse de la scène de crime permet de reconstituer les faits? Oui, assez précisément. Nathalie Davids a garé sa voiture ici, sur son emplacement, qui est l'emplacement 125. Elle est sortie de voiture et on retrouve son corps à côté de l'emplacement 96, à une dizaine de mètres. À côté de son corps, on retrouve des étuis, des douilles de balles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut reconstituer son trajet parce que près de sa voiture, il y a également un projectile qui a éclaté sur le sol et des traces de sang. L'hypothèse, c'est celle-ci. Elle est sortie de sa voiture, le tueur l'attendait, il a tiré sur elle, il l'a blessée. Malgré ça, elle a pu se déplacer, il l'a poursuivie, il a tiré sur elle plusieurs fois et il l'a achevée d'une balle dans la tête. Ça dit sa détermination, en tout cas. Oui, ça dit sa détermination, ça dit aussi son sang-froid, parce que dans ce parking, il aurait pu croiser quelqu'un. C'est un parking qui est très fréquenté, c'est vraiment une exécution. Et que dit l'expertise balistique? Alors l'expertise balistique dit que c'est la même arme qui a tiré les 6 cartouches qui sont de marque Geco. L'expertise dit aussi que cette arme, c'est un pistolet automatique calibre 7,65 de marque Browning. Et que tout ce qu'on a retrouvé, le matériel qu'on a retrouvé sur place, les douilles et les projectiles, ont une signature tellement caractéristique au niveau des percuteurs, des extracteurs, que si un jour on a la chance de retrouver cette arme, on saura précisément que c'est l'arme du crime. Dernière chose, le tireur a tiré quasiment à bout touchant, puisqu'on trouve sur la peau de Nathalie Davids des traces noirâtres qui sont des traces de poudre qui ont brûlé son visage. Nathalie Davids avait emménagé dans l'immeuble 2 ans plus tôt. Ses voisins la décrivent comme une femme avenante, cordiale. C'est une femme qui était le rayon de soleil de sa mère. Elle venait d'une famille où il y avait déjà eu un drame, 2 drames d'ailleurs. Drame d'une perte d'une sœur, un père qui se suicide, et celle qui vraiment apporte la chaleur humaine, le pilier de cette famille meurtrie, c'est Nathalie Davids. Elle vit sa vie tranquillement. Elle est biologiste à la salpêtrière. Elle voudrait faire un enfant avec quelqu'un avec qui elle pourrait vivre. C'était une jeune femme parfaite, indépendante, qui ne demandait rien d'autre à la vie que d'être heureuse et d'être heureuse avec sa famille. Les policiers perquisitionnent son appartement. Et au pied de son lit, on va retrouver son journal intime. On va le détailler et dès le départ, en fait, elle parle d'un homme avec lequel elle a une relation complexe avec des ruptures, des rabibochages. Et elle décrit cet homme comme un mafieux sicilien qui se décrit lui-même comme dangereux, qui visiblement l'inquiète et lui fait peur. Il y avait des écrits disant qu'il allait la poursuivre pour savoir ce qu'elle faisait, qu'il lui mettrait de la drogue dans son... C'est elle qui l'écrit, qu'il lui mettrait de la drogue dans son casier à la salpêtrière, qu'elle était harcelée au téléphone. Je pense que Nathalie Davids, quelqu'un qui est très 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 généreux, avait complètement envie de remettre sur les rails ce garçon qui avait eu une enfance pas très heureuse. La PJ interroge la famille, les amis, les collègues. Nathalie leur a souvent parlé de cet homme. Il s'appelle Michel Courtois, il a 10 ans de plus qu'elle. Ils se fréquentaient depuis au moins 2 ans. On trouve, et chez elle, et par l'intermédiaire de ses amis, on voit qu'il y a Michel Courtois qui lui met la pression, comme on dit. Elle n'en pouvait plus et vraiment, ça devenait insupportable pour elle. Donc voilà comment les policiers disent peut-être est-ce une piste. Comme on est sur une exécution sommaire avec préméditation et plusieurs coups de feu, on peut partir sur du passionnel, c'est compatible. D'autant qu'une amie de Nathalie explique qu'elle avait pris la décision de rompre avec Michel Courtois.
Au petit matin, les gars de la BRI sont donc devant chez lui. Ils comptent sur l'effet de surprise pour arrêter l'homme qui ferait partie de la mafia. Et ils sont venus en nombre. On va casser sa porte, on va aller l'interpeller directement dans sa chambre, il va même pas avoir le temps de se réveiller. Ils ont défoncé la porte avec un bélier. Ils m'ont sauté dessus. Il y avait 2 personnes, GIGN, qui m'ont mis deux genoux dans le dos, fusil à pompe, coincé dans la nuque. Ils m'ont dit « bouge pas, connard ». C'est de là qu'ils m'ont dit « tu sais pourquoi qu'on est là ?» Je leur ai répondu « non, je sais pas pourquoi ». C'est là après qu'ils m'ont dit « on t'arrête pour le meurtre de Nathalie Davis ». Et là je suis tombé des nues. Tout s'écroulait autour de moi. Ça, faut bien me comprendre. Et vous saviez pas qu'elle était morte? Non, absolument pas. Mais ce n'est pas le sentiment que Michel Courtois donne aux policiers. On a l'impression qu'il sait pourquoi on est là. Il n'est pas plus inquiet que ça. Il n'est pas paniqué. Pourtant, il y a une équipe d'effraction cagoulée qui vient de l'interpeller. Il est en face de 4 enquêteurs de la brigade criminelle devant lui. Il y a un chien qui vient rechercher des armes. Et il est presque pas inquiet. Il est très tranquille. Les policiers fouillent l'appartement. L'arme du crime reste introuvable, mais tout à coup le chien s'excite. Il marque l'arrêt devant 2 blousons noirs et un sac à dos. Des objets qui partent aussitôt à l'analyse. On va également fouiller son portefeuille pour voir ce qu'il y a dedans. Et on va sortir une petite médaillette. Et il va nous dire « ça, c'est la Madone des motards ». Il dit « parce que moi, je suis passionné de moto et j'adore la moto ». Un motard. La PJ n'a ni la moto ni l'arme, mais elle embarque Courtois. Direction Versailles pour une garde à vue. Il va commencer par nier les faits en disant qu'il n'a aucune raison de tuer cette dame qui était quand même son amour. Donc il va avoir une position de dénégation assez systématique pendant, on va dire, les 40 premières heures. Nous, on a l'habitude de créer des relations de confiance avec les gardés à vue, puisqu'on n'est pas là pour les juger, on est là pour enquêter et comprendre ce qui s'est passé. Donc on va le mettre dans cet état d'esprit, et ça va plutôt bien se passer. Les échanges sont courtois, on est plutôt bien avec lui. On découvre que, visiblement, il a beaucoup menti sur son passif de mafieux sicilien, et qu'en fait, il n'est pas du tout sicilien, il est picard. Il travaille dans le bâtiment, et visiblement, il s'est construit un personnage auprès de Nathalie Davis qui ne correspond pas du tout à la réalité. Mais d'un autre côté, on va continuer à le travailler. Et Courtois collabore. Il raconte qu'il a passé la nuit précédente avec Nathalie. Le lendemain, elle l'a raccompagné vers midi à la gare de Juvisy-sur-Orge. De là, il a pris les transports en commun pour rentrer chez lui. À la gare de Bécon-les-Bruyères, il a rejoint des copains dans un bar. Il devait être 1h moins 20. Ensuite, il est rentré chez lui vers 2h30 et il a fait une sieste jusqu'à 5h30, 6h. Du petit lait pour les policiers. L'homme n'a donc pas d'alibi à l'heure du crime entre 5h et 5h15. Et ce n'est pas tout. Les policiers ont encore une autre carte dans leur manche, les blousons et le sac. Les experts viennent d'y déceler des composants de poudre compatibles avec des résidus de tir. Ça nous surprend. Et il n'a pas d'explication cohérente. Là-dedans, il nous dit c'est parce que c'est dans le cadre de mon travail, j'utilise des produits chimiques qui pourraient correspondre à ça. On a beaucoup de mal à croire ça. Effectivement, c'est assez ennuyeux pour lui et ça le met aussi en cause. Et c'est là qu'effectivement, il va commencer à perdre pied et on va lui dire écoute, maintenant c'est fini, il va falloir y venir, quoi. Et il va falloir nous expliquer. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il nous dit c'est moi qui l'ai tué.
puis là, il va nous donner des détails. Il nous dit qu'il est rentré derrière un véhicule, qu'ensuite il a bloqué la porte, qu'il a exécuté Nathalie Davids avec une arme qu'il a été récupérée et achetée dans une cité qui est située non loin de son domicile dans le 92, et qu'après il est reparti en moto. Et quand on va lui poser la question sur la moto, il va nous dire « Mais moi, un 1000 GSX-R, je te le prends quand tu veux et je te fais l'aller-retour en moins de 20 minutes. » Michel Courtois a avoué. La juge d'instruction le met en examen dans la foulée pour homicide volontaire avec préméditation, c'est-à-dire assassinat. Direction Fleury-Mérogis, l'affaire Nathalie Davids est bouclée. Mais le 13 décembre, lors de son interrogatoire de première comparution, Michel Courtois se rétracte. Ses aveux, on les lui a extorqués. Vous savez, quand vous dormez pas, vous mangez pas, une garde à vue de plus de 72 heures, vous êtes perdu, vous êtes complètement à l'ouest. Parce que c'est du matraquage. Parce que c'est vraiment ils vous poussent aux limites de vous. Ils me laissaient une demi-heure, 3/4 d'heure en cellule, après ils me venaient rechercher, et ainsi de suite comme ça, ainsi de suite. Et tout le temps, vous avez 5 policiers sur vous. Imaginez 5 policiers sur vous, sous pression. Vous savez, on vous bouscule avec la main, on vous tape un peu la tête et tout ça. Et donc on doute de soi? Exactement, oui. Parce qu'ils vous retournent le cerveau à l'envers, c'est un travail au corps, ils appellent ça. À un moment donné, vous avez même pensé que vous aviez peut-être tué Nathalie Davids? Honnêtement? Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je l'avoue parce que j'aime pas mentir. C'est vrai qu'ils m'ont mis dans le doute. À un moment donné, pour avoir la paix, on est prêt à dire n'importe quoi? Exactement. Il y a tellement de pression qu'à un moment donné, si vous dites que c'est moi, mais allez-y, c'est moi, c'est bon quoi. Vas-y, lâche mes baskets, c'est bon. C'est bon. On arrête. Ça a fini comme ça. Ce qui est pour le moins déstabilisant, c'est que M. Courtois ne fait pas de demande de mise en liberté. Il est en détention provisoire, on approche des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël. Donc je lui demande, mais si vous êtes innocent, pourquoi vous ne me demandez pas à être mis en liberté? Et il ne me fait pas de demande de mise en liberté, M. Courtois. C'est que je ne savais pas le système carcéral. On me l'a reproché. La juge d'instruction me l'a reproché, comme quoi je ne faisais pas de demande de remise en liberté. Mais quand vous ne connaissez pas le système carcéral, vous ne pourriez pas tout savoir. C'est pas possible. Une attitude qui enfonce encore un peu plus un Michel Courtois en mauvaise posture. On est sur un contexte amoureux, d'une séparation qui se passait plus ou moins bien, d'une victime qui s'était confiée à ses proches qu'elle avait peur de cette personne, d'une personne qui n'a pas d'alibi au moment des faits, d'un élément scientifique qui sont des résidus de tir et d'une personne qui en fin de garde à vue va avouer. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, pour moi, le dossier va être assez simple et je ne me pose pas la question fondamentalement à ce moment-là de savoir s'il a commis les faits ou pas, mais plutôt d'être dans une démarche d'essayer d'expliquer le pourquoi de ces faits. La juge commence par l'interroger sur sa relation avec Nathalie. Puis elle en vient aux fameuses traces de poudre. Il va être fluctuant, c'est-à-dire au début il va dire ces vestes je les ai jamais vues, après c'est des vestes qu'il a pu vaguement porter à telle ou telle occasion. Sur les sacs à dos, il indique que c'est des sacs à dos qu'il n'a jamais vus, puis après il va dire que c'est des sacs à dos dont il se servait tous les jours, donc là aussi c'est très difficile. Et Michel Courtois, il n'a jamais la même explication selon le moment auquel on lui pose cette question. Comment vous expliquez que vous avez changé souvent de version? Pourquoi? Parce que la juge d'instruction m'a emmené sur pas mal de pistes. Une fois, elle disait faux, une deuxième, elle disait vrai. Moi, je disais la vérité, mais seulement elle ne me croyait pas. La police me disait aussi des choses que je disais la vérité, mais ils ne croyaient pas non plus. Donc, automatiquement, moi, je m'embrouillais. Automatiquement, je m'embrouillais. Parce que je ne savais plus ce que je disais en réalité. En attendant que Michel Courtois trouve une explication qui tienne la route, la juge le laisse en prison. Pour la justice comme pour la police, le meurtrier de Nathalie Davids est sous les verrous. Quand 3 mois plus tard,
même immeuble, même parking. Mais cette fois, c'est un homme qui est abattu, à quelques mètres de l'endroit où Nathalie Davids a été tuée. Il s'appelle Jean-Yves Bonnerue. Comme elle, il habitait la résidence. Comme elle, il a pris une balle derrière la tête. Les pompiers le transportent inconscient à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Jean-Yves Bonnerue meurt après 6 jours de coma. Il avait 52 ans. De mort dans le même parking, à 3 mois d'intervalle, alors que le coupable du premier crime est en prison. Voilà de quoi compliquer la vie des enquêteurs. Nous avons affaire à des gens qui n'ont pas de passé de délinquants ou de criminels, qui n'ont pas de différends graves avec des gens, qui n'ont pas de gens suffisamment haineux vis-à-vis d'eux qui veulent les tuer, qui veulent attenter leur vie. On ne trouve vraiment rien, ils ont un passé parfaitement lisse. Jean-Yves Bonnerue est décrit comme un homme gentil, tranquille, heureux de vivre. Cadre technique, il habitait la résidence avec sa femme depuis de nombreuses années. On a peu de mots pour qualifier, puisqu'on a vraiment on est dans un quotidien de famille où tout se déroule avec des projets et une fracture, une cassure brutale dans le quotidien. C'est d'une brutalité, d'une violence sans explication aucune. De victimes inconnues des services de police, abattues dans le même parking. Mais cette fois, les policiers n'ont trouvé qu'une seule douille. La douille retrouvée correspond en fait à des munitions de 7,65 de marque Geco. Dans l'absolu, c'est pas surprenant d'en avoir. En revanche, d'avoir une douille au même endroit sur 2 meurtres différents, on va se demander si on n'a pas affaire à la même arme. Et ce n'est pas le seul point commun. Là aussi, on va trouver des gens qui vont nous parler d'une moto, d'un motard, et de nouveau, ça nous roule. La première à l'évoquer, c'est l'épouse de la victime. Ce 22 février, Madame Bonnerue et son mari l'ont croisée dans le parking aux alentours de 15 heures. Monsieur Bonnerue a aimé la moto et dira bonjour, sera juste étonné parce que ce motard ne lui répondra pas. Ils quittent leur parking, ils vont faire quelques courses, ils reviennent, ils remontent chez eux, son épouse va faire un thé et il dit je redescends, je prends le pain et puis je range le sac de courses dans ma voiture. D'autres voisins ont également aperçu le motard plus d'1 heure et demie avant les faits, notamment une femme, à 16 heures. Quand j'ai commencé à rouler, j'ai vu que l'individu se rapprochait de moi et puis il a rebroussé chemin. Une voisine qui a de bonnes raisons de s'en souvenir. Elle l'avait déjà croisé le jour du meurtre de Nathalie et elle a eu très peur en le voyant réapparaître. Il n'en faut pas plus aux habitants de l'immeuble pour déserter le sous-sol. Le parking de la petite résidence est fermé à double tour. Quelques jours plus tard, le rapport balistique parvient au juge. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport? Les analyses sont formelles. C'est la même arme qui a servi à tuer M. Bonnerue et Nathalie Davids. Parce que cette arme, elle a une signature particulière au niveau des traces qu'elle laisse sur les douilles. Alors, évidemment, cette conclusion, elle va faire sursauter tout le monde, parce que la justice a déjà un suspect, qu'il est en prison, et plus fort encore, il est même passé aux aveux. On était à peu près sûr qu'on tenait le coupable. On va se demander s'il n'y a pas 2 tueurs. Et sur le coup, en fait, on va penser qu'en fait, il y a peut-être effectivement un lien entre M. Courtois et ce meurtre, qu'il aurait pu piloter depuis la prison parce que quelque chose nous aurait échappé dans sa personnalité. Mais effectivement, on est totalement perdu. On retourne tout dans sa tête. Moi, je reprends tout le dossier. Puisque l'élément constant qu'on a, c'est qu'on n'a pas l'arme du crime. Donc, toutes les hypothèses sont plausibles à ce moment-là. C'est-à-dire, soit quelqu'un a récupéré l'arme et continue à tuer, et ce qui n'exclut pas forcément de fait Michel Courtois, soit quelqu'un tue pour innocenter Michel Courtois. Et il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que c'est la veille ou l'avant-veille de ce meurtre que Michel Courtois me fait sa toute première demande de mise en liberté.
Et à ce moment-là, je trouve la coïncidence assez troublante. Ce qui soutient la thèse des 2 tueurs, c'est le mode opératoire. Le mode opératoire est différent. Nathalie Davids, on sait qu'elle est tuée de plusieurs balles, qu'elle est atteinte de face. Monsieur Bonnerus, c'est 1 balle de dos et dans la tête. Donc c'est vrai que sur le modus operandi, sur la façon de procéder, la personne n'est pas tuée de la même façon. Ce qui pourrait laisser supposer qu'on a 2 personnes différentes, même si ça peut être la même arme. L'affaire prend de l'ampleur. Une 2e juge d'instruction est nommée qui va travailler en cosaisine avec la première. Et pour retrouver au plus vite ce 2e tueur, les policiers décident de rendre visite aux amis de Michel Courtois. Leur QG, le bistrot des Bruyères. Aux policiers, je leur ai dit que Michel était un bon gars, gentil, serviable. Maintenant, c'est vrai qu'il a un côté mythomane et fanfaron. Moi, il m'avait raconté qu'il faisait partie des légions commando parachutistes. Bon, après, je me suis rendu compte que c'était pas vrai, mais bon, ça fait partie du personnage. Mais c'est un bon gars et il est incapable de faire ça, quoi. Aux policiers, on leur a bien expliqué que du scooter, il sait pas en faire. Donc, comment il peut monter sur une 1100 ? Mais bon, ils ont voulu faire une enquête à charge et ils voulaient faire rentrer des ronds dans des carrés, quoi. Et si Courtois racontait n'importe quoi ? Son téléphone a activé une borne devant chez lui, à Bois-Colombes, à 14h39 et à 17h40. Courtois avait-il le temps d'aller tuer Nathalie vers 17h, 17h10 à Juvisy-sur-Orge et être de retour 30 minutes plus tard à 17h40 ? Internet estime qu'il faut 40 minutes pour parcourir les 33 km. Avec une puissante moto, c'est peut-être faisable. Un motard de police se chronomètre donc 2 fois dans les mêmes conditions de circulation. En fait, le motard, il va mettre 26 minutes en ne respectant pas le code de la route, et même en respectant le code de la route, il va mettre 30 minutes. C'est jouable, mais la défense de Courtois s'insurge. On ne s'improvise pas pilote chevronné d'une moto de grosse cylindrée du jour au lendemain. Donc tout son entourage est formel. Personne n'a jamais vu M. Courtois sur une moto. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que personne n'a jamais fait état d'un comportement violent de M. Courtois ou de la possibilité pour lui de se procurer une arme. Donc nous avions que des éléments qui s'éloignaient totalement du rôle qu'on voulait donner à M. Courtois. Il y a beaucoup de choses qui nous troublent, en particulier sur son emploi du temps, le fait de la conduite de moto, parce que M. Courtois n'est pas un grand motard devant l'éternel. Manifestement, il ne sait pas mener une grosse moto, donc l'histoire qui nous servira, la moto qu'il utilise, la manière dont il s'en sert, son parcours, son trajet pour aller sur les lieux, il y a plusieurs petits détails qui nous ne vont pas. Mais néanmoins, nous continuons les enquêtes et pour l'instant, il reste en détention. Quelle est votre réaction quand vous apprenez qu'il y a une 2e victime dans le même parking ? J'étais avec un co-détenu en prison. Il m'a dit, mais c'est pas possible, mais c'est pas toi, c'est dans le même parking, c'est le même meurtre, c'est à peu près le même opératoire, et tout. On s'est dit comme ça, mais bon, c'est bon, Michel, tu vas sortir, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci, et on sait que c'est pas toi, et tu vas sortir. Et non, malheureusement, je reste à l'intérieur dans la prison. Et c'est de là que Madame Aurélie Poirier, juge d'instruction, elle a dit comme ça que je faisais partie de la mafia pour me disculper du premier meurtre. Je commanditais les meurtres de l'intérieur de la prison. C'est quand même assez fort, quand même. Et qu'est-ce que vous faites pour qu'on finisse par entendre vos cris d'innocence ? J'ai fait venir de la faim. Pendant, je ne sais plus combien de jours, je crois une trentaine de jours, ou 35 jours, une bêtise comme ça, j'ai perdu 11 kilos. Pour réclamer mon innocence. Pour démontrer comme quoi j'avais rien fait. Et personne ne me croyait. La thèse de la culpabilité de Michel Courtois a du plomb dans l'aile. Oui, mais Michel Courtois reste en prison.
Et en plus, 3 semaines plus tard, ça recommence. Un 3e assassinat a lieu, toujours dans le département de l'Essonne, mais cette fois-ci, ça se passe à 6 km de Juvisy, ici, à Ris-Orangis. C'est dans le hall de cette cité HLM de Ris-Orangis que Marcel Brunetto est retrouvé inconscient en plein milieu de l'après-midi. L'homme a 81 ans, un âge qui laisse penser à sa femme et aux secours qui arrivent qu'il a fait un malaise. Et là, presque posé comme signature, la découverte de douille de 7,65 de Marc Djeko, juste à côté. La balle, Marcel Brunetto l'a prise en pleine tête, à l'arrière du crâne. Le SAMU transporte aussitôt le vieil homme à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Mais les médecins ne peuvent plus rien pour lui. Il meurt peu avant 20h. C'était une silhouette connue dans le quartier, une personne âgée avec sa casquette et sa canne. Le jour des faits, il allait faire vers 16h, 16h15 sa petite promenade quotidienne et il allait voir... il aimait bien notamment aller voir les joueurs de boules. En ce qui concerne la famille Brunetto, c'est surtout une incrédulité et une incompréhension totale de ce qui a bien pu se passer. Ils ne comprennent pas du tout pourquoi on s'en est pris à cet homme et pourquoi on lui a tiré une balle dans la tête, parce qu'il s'agit purement et simplement d'une véritable exécution. Hein. Comme Monsieur Bonnerue. Un voisin a bien entendu une détonation, mais avec le bruit de la cité, il n'y a pas prêté attention. Alors les policiers poursuivent leur porte-à-porte. Alors il y a un témoignage d'une voisine qui, 2 jours avant les faits, a croisé un personnage casqué qui semble faire des repérages dans le hall de son propre immeuble, qui lui a fait très peur. Et puis on a aussi un petit jeune homme qui, lui, voit la veille des faits un monsieur avec un casque noir dans le hall d'un immeuble à côté qui semble le suivre et qui lui fait très peur. Un motard, encore et toujours. On est extrêmement inquiet, on ne comprend pas et on se demande quel est le mobile. Une question qui taraude d'autant plus les policiers qu'à 700 km de là, leurs collègues traquent aussi un tueur à moto. 3 militaires viennent d'être abattus froidement dans le sud-ouest et rien ne dit que les 2 affaires ne sont pas liées. Cette affaire dans le sud-ouest, c'est une très grosse affaire. Oui, 3 militaires qui sont abattus à Montauban et à Toulouse au mois de mars 2012 par un homme qui circule sur un 2 roues, de grosses cylindrées. Dans l'Essonne, c'est une moto. À Toulouse, c'est un maxi-scooter. Mais il a le même mode opératoire. Il porte son casque et il tire sur ses victimes avec une arme de poing. Mais on va vite s'apercevoir que ces 2 dossiers n'ont rien à voir quand l'homme de Toulouse s'en prend à une école juive où il va tuer 4 personnes, dont 3 enfants. Cet homme, c'est un terroriste. Il s'appelle Mohamed Merah et il n'a jamais mis les pieds dans l'Essonne. C'est dans ce contexte, alors que toute la France a les yeux rivés sur Toulouse où s'est planqué Mohamed Merah, que la PJ de Versailles poursuit sa traque. On a un tueur en série. 3 personnes, ça fait une série, il n'y a pas de doute là-dessus. Et effectivement, ça nous inquiète parce que on se dit, mais s'il a tapé 3 fois, qu'est-ce qui l'empêche de recommencer ? Et justement, moins de 3 semaines plus tard, le 5 avril 2012, le tueur à la moto frappe encore, à Grigny cette fois. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, l'émotion et la peur. À Grigny, dans l'Essonne, une marche vient d'avoir lieu alors que la police est à la recherche d'un tueur en série. Une centaine d'enquêteurs tentent de retrouver la trace de cet homme qui pourrait être à l'origine des 4 assassinats qui ont eu lieu depuis novembre, et cela dans une zone géographique de seulement quelques kilomètres carrés. Comme les autres fois, le crime a eu lieu dans l'après-midi vers 16h.
Mais cette fois, le tireur a agi dans la cité de la Grande Borne et c'est une femme qui l'a visée. Elle s'appelait Nadia Boudjemia Lassen, elle avait 48 ans. Elle a été abattue de plusieurs balles dans le hall de son immeuble alors qu'elle rentrait de son travail. On comprend pas. Je peux rien dire de plus, excusez-moi. Je peux rien dire de plus. On peut se dire personne à l'abri, ça peut atteindre n'importe qui, nos sœurs, nos mères, nos frères, n'importe qui. Je travaille le matin très tôt, quand je pars il fait nuit, j'ai peur. C'est dans mon quartier, j'habite juste à côté, donc j'ai peur. Oui, j'ai peur. La peur et le chagrin pour ce fils de 17 ans que cette mort laisse tout seul. Je me sens sans ma mère. Voilà, je me sens sans ma mère. Il me manque tout. Il me manque tout. Je suis sans ma mère. C'est tout ce qui me manque. Je me sens coupable parce que je me dis que si je serais là, peut-être que ça serait pas passé comme ça. Comme toujours, l'assassin a attaqué par derrière. Il a tiré 3 fois. Nadia Boudjemia a pris une balle dans la tête, à bout portant. Le scénario le plus plausible de l'assassinat de Mme Boudjemia est d'un premier coup de feu qui aurait été raté, qui l'aurait touché au niveau de la main, qui aurait donc provoqué en tout cas une tentative de fuite de cette dernière, mais malheureusement elle n'aura pas eu le temps de fuir puisque la seconde balle qui l'atteindra sera logée en pleine tête. Une exécution sommaire et froide, comme les 2 dernières. Mais cette fois, les policiers ont un témoin, une voisine. Elle a entendu en fait les cris, c'est ce qui l'a alarmée, et qui a vu en fait un homme habillé en fait en motard, casqué, prendre la fuite. Alors prendre la fuite de manière très calme justement, et c'est ce qui est assez frappant, sans se ruer en fait, sans courir. Et son compagnon raconte que lui aussi, il avait remarqué la présence d'une moto bleue et blanche la veille des faits. On va prendre contact avec les jeunes du quartier et il y en a un en fait qui va nous faire une description très précise de la moto. Moto de marque Suzuki GSX-R 1000. Donc on a vraiment un lien qui se fait maintenant entre l'individu, la moto et la commission des faits. Cette fois, plus de doute possible. Un tueur en série rôde dans l'Essonne. Il y a déjà fait 4 morts. Ça commence à chauffer sérieusement à la PJ. À partir du moment où on est sur quelqu'un qui tue au hasard, juste pour se mettre un coup d'adrénaline, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, sur n'importe qui. De toute évidence, on est face à quelqu'un qui tue et qui va continuer à tuer. Donc là, on est sur un emballement, une espèce de stress permanent qui n'est plus seulement de résoudre des assassinats, mais d'empêcher de nouveaux assassinats. Et là, effectivement, ça va être le branle-bas de combat. Tout le monde est rappelé, donc on cherche, tout le monde cherche, plus personne ne dort. Donc la pression, on se la met d'abord à nous-mêmes. Nous avions des gens, des braves gens, vraiment les 4 victimes, c'est des braves gens qui n'auraient pas fait de mal à une mouche, qui sont tués froidement. Vraiment, les 3 derniers, c'est presque une balle dans la tête, comme une exécution, c'est abominable, hein, sans raison. Donc on a une grosse pression nous-mêmes, on se dit, mais on a un tueur dans la nature, on ne sait pas pourquoi il fait ça, mais il faut l'arrêter. Toute la PJ de Versailles est maintenant mobilisée et la place Beauvau suit le dossier de près. Ma hiérarchie, à savoir le directeur central de la police judiciaire, se renseigne, m'appelle au quotidien, plusieurs fois par jour. Et donc je lui fais des points plusieurs fois par jour, très précis, en disant voilà où nous en sommes. Et sa première question c'est « Philippe, de quoi as-tu besoin ?» Et il me met à disposition tous les moyens dont j'ai besoin pour pouvoir vraiment aller au mieux, au plus vite, et réaliser l'affaire dans les meilleures conditions possibles. À tous les ronds-points, il y avait des contrôles de police, donc il y a eu véritablement une dimension qui est devenue à ce moment-là une dimension collective. On peut parler d'une grande inquiétude qui a surgi dans la population de ce département. Et l'affaire prend encore de l'ampleur quand au lendemain du dernier meurtre, le procureur d'Évry rend public les résultats des analyses balistiques. C'est le même pistolet, un 7,65, qui a servi aux 4 crimes. L'arme, ce seul élément,
ne suffit pas en soi pour affirmer à ce stade qu'il s'agisse d'une seule et même affaire. Le parquet n'en démord pas. 4 personnes tuées avec le même 7,65, dans un rayon de 15 km et à quelques semaines d'intervalle, cela ne blanchit pas Michel Courtois. D'imaginer qu'un peintre en bâtiment qui n'a pas de casier judiciaire aurait les réseaux suffisants, aurait le pouvoir de faire éliminer une personne totalement innocente d'une balle dans la tête sur la voie publique, c'est la thèse la plus stupide que j'ai vue de ma carrière. Et je ne comprends pas comment des professionnels de la justice ont pu soutenir une thèse aussi ridicule. Pourquoi vous avez maintenu Michel Courtois en prison? On a compris que c'était la même arme fin mars. Mais on l'a pas. On l'a pas. On a un Courtois qui est vraiment bizarre, qui a toutes les raisons d'avoir tué Nathalie Davids, qui s'exprime très mal, qui complique tous ses discours, qui mélange ses explications. Ils étaient crédibles, les aveux de Courtois? Oui. Ah ben oui, complètement. C'est ça qui est affreux, c'est qu'ils étaient crédibles. On a fait quelque chose qu'on fait rarement. On a fait une audition, visionnage. Oui, parce qu'il dit qu'ils ont été extorqués, les aveux. Ça se passe dans une ambiance très professionnelle. Il donne des détails incroyables. Comme quoi? Alors, il donne des détails sur le nombre de coups tirés. On n'a aucune raison de ne pas le croire. Enfin, il n'avait pas vraiment la carrure non plus d'un gros mafieux, Michel Courtois. Non, une carrure. Il était inquiétant. Hein. Il était inquiétant parce qu'il était tellement compliqué, trouble. On ne savait jamais qui il était, quoi. On avait toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière lui. C'est très étrange. Et puis, je vous dis, il y avait ce faisceau d'indices absolument invraisemblable. N'importe qui aurait cru qu'il était coupable. Dès le 6 avril, le signalement de la moto est diffusé à tous les services de police. Vous voyez ici l'image de la moto, le 0800. La presse, elle aussi, est mise à contribution. Des moyens exceptionnels sont débloqués pour cette affaire exceptionnelle. Et un appel à témoins a été lancé par les policiers de Versailles, notamment pour retrouver la moto du tueur. Là, on va lancer des dizaines d'enquêteurs à chercher cette moto. Mais vraiment des dizaines et dizaines. Et puis surtout, on va aller faire des vérifications systématiques sur les diverses adresses de propriétaires de motos similaires qui existent. Des dizaines d'enquêteurs qui font aussi le tour des associations de motards et réquisitionnent toutes les bandes vidéo des stations-service dans un rayon de 70 km. Il faut retrouver la moto. C'est un modèle très connu, c'est une Suzuki GSX-R. Pour les motards, c'est un modèle qui en général est blanc, bleu, un peu de rouge, qui est très caractéristique. Mais on n'a pas de numéro d'immatriculation, on a juste un modèle de moto. Donc ça veut dire plusieurs milliers de motos, et pas seulement sur l'Essonne. Et là, c'est un travail du fourmi gigantesque où, enfin, la chance va un petit peu nous sourire. C'est l'examen du fichier des cartes grises qui fait sortir un motard du lot. L'homme est propriétaire d'une Suzuki GSX-R 1000 et l'adresse indiquée sur sa carte grise ne correspond pas à celle de son domicile, mais à celle d'un certain Yoni Palmier. Les policiers se rendent donc à cette adresse à Draveil. Le gardien, on lui pose la question, donc il connaît Yoni Palmier, il nous le décrit un petit peu comme l'original de la résidence, un individu qui peut être amené des fois à faire du vélo avec un masque de plongée sur la tête, mais il ne parle pas l'avoir vu au guidon d'une moto. 2 agents toquent donc à la porte de ce Yoni Palmier. Il va pas être tranquille, il va fermer son PC tout de suite. Il va tourner, il va être stressé, il va se frotter les mains tout le temps. Yoni Palmier leur dit qu'il ne connaît aucun monsieur F et qui fait des déclarations un petit peu incohérentes. Il met en avant le fait qu'il a été victime d'une agression et dès ces instants-là, il va citer un certain Niorca qui l'aurait agressé. Et on ne comprend pas trop le but de cette déclaration qui est complètement hors contexte par rapport aux questions qui lui sont posées. Pas vraiment net, ce gars-là. Les policiers font immédiatement remonter l'info.
On se rend compte que c'est un monsieur qui utilise l'identité d'autres personnes, qui a eu déjà des petits soucis avec la police et avec la justice. C'est un monsieur qui a plusieurs adresses, qui semble peu actif, c'est-à-dire qui n'a pas de travail, qui semble avoir peu de relations. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il utilise des voitures sans permis. Vous savez, ces voiturettes qui font un bruit épouvantable et qui roulent très doucement. Étrange pour un suspect supposé conduire un bolide. Mais pour le moment, c'est la seule piste que tient la PJ. Alors le 12 avril, une équipe de la BRI le prend en filature. Il bouge tout le temps. Il est sur un box, sur un appart, sur un autre box, sur une maison. Et puis on va se rendre compte en fait qu'il est locataire sous plusieurs identités de plusieurs box. Et qu'à chaque fois, il y a un des box qui est pas loin des lieux des faits. Tandis que la police surveille ses moindres faits et gestes, un garagiste contacte le commissariat. Parce qu'il a reçu la visite d'un homme qui voulait faire adapter sa voiturette pour pouvoir tracter sa moto, une grosse bécane, une Suzuki GSX-R. Et ce n'est pas tout. Le garagiste se souvient très bien de son nom. Le gars lui a laissé un chèque en bois. Il s'appelait Yoni Palmier. Sur présentation de photographie, il va nous reconnaître Yoni Palmier comme étant cet individu. Et au cours de cette audition, il va ajouter que lors des différentes visites que Yoni Palmier avait pu lui faire, il lui avait également demandé comment faire pour se procurer une arme. Une info qui corrobore celle que récoltent des collègues chez des armuriers de la région. Car à eux aussi, on leur parle d'un certain Yoni Palmier. Là encore, on nous décrit une personnalité atypique. C'est un monsieur qui, visiblement, essaie d'éviter à chaque fois le champ des caméras de surveillance du magasin, qui lui a fait l'achat de masques à gaz, des bombes de gaz lacrymogènes. Visiblement, cherche à chaque fois à se procurer des armes soumises à autorisation. Un type louche, des armes, une Suzuki. Pas question de lui laisser le temps de faire une 5e victime. 14 avril, 15h. Yoni Palmier sort de chez lui. Les hommes de la BRI lui tombent dessus, mais l'homme semble armé. Il porte une sacoche. Les policiers sautent sur le sac pour y découvrir un jouet, une petite voiture. Un de mes collègues commence à s'y intéresser plus sérieusement. Il voit tout de suite que Yoni Palmier se met un petit peu à paniquer en lui disant « Ne touche pas, tu vas me l'abîmer ». Et il dit « Mais non, regarde, je regarde bien, ça m'intéresse ta voiture là ». Il va finir par trouver un petit système qui permet d'enlever la carrosserie. Et dans la carrosserie, on va découvrir un pistolet de type bulldog. Et ce pistolet est approvisionné et il peut tout à fait servir à tirer sur quelqu'un. Une arme, mais pas le 7,65 des crimes. La PJ fonce fouiller l'appartement de Palmier, mais à part un désordre indescriptible, toujours rien. Et les perquisitions s'enchaînent. À Draveil d'abord, où Yoni Palmier a un autre appartement. Puis à Viry-Châtillon, dans un box repéré pendant la filature. Et là, enfin, première récompense. On va retrouver une moto, 1000 GSX-R, modifiée, exactement celle qu'on cherchait. La moto. Mais Palmier n'a pas vraiment l'intention de collaborer. Quand on lui pose la question sur éventuellement s'il a des armes, il dit non. Il est bloqué. On n'est pas sur quelqu'un qui s'est fait interpeller et qui est prêt à coopérer. À la PJ de Versailles, les policiers se préparent à interroger Yoni Palmier. L'enjeu est de taille. Pour le faire avouer et pour retrouver l'arme du crime,
il ne reste que quelques heures avant la fin de la garde à vue. Conseillés par des psychologues, les policiers tentent d'abord de cerner le personnage. On va essayer très rapidement, l'un comme l'autre avec mon collègue, d'obtenir sa confiance, et ça passe bien avec moi. On va découvrir un jeune homme traumatisé par le suicide de sa sœur qui s'était défenestrée, qui visiblement était obèse quand il était petit, qui est devenu anorexique derrière, qui a une relation extrêmement complexe avec sa mère, qu'il a toujours été en recherche de l'affection de son père. Et on va découvrir que d'un point de vue sexuel et affectif, on est proche du néant. Mais quand ils évoquent les faits, Palmier-Louvois balade tout le monde. On est sur quelqu'un de très complexe sur le plan psychologique et également de plus intelligent qu'il veut bien faire croire. On lui pose une question et il vous amène toujours vers autre chose. Toujours un côté très fuyant dans la manière de parler, de dire je répondrai à ça plus tard. Il cherche d'abord à gagner du temps, c'est-à-dire que à chaque fois que les enquêteurs vont lui poser une question précise, il va répondre par un long temps de silence. Il va solliciter de pouvoir fumer une cigarette, de pouvoir aller aux toilettes. Et l'heure tourne. Les policiers n'ont plus que 24 heures. Palmier n'a toujours rien lâché. Il décide donc de lui faire prendre l'air. Cette fois, il l'emmène dans l'immeuble que sa mère occupait il y a une dizaine d'années. C'est là que Yoni Palmier gare ses voiturettes. On va vider la poubelle et une douille de 7,65 de marque Geco va tomber de la poubelle. Et là, immédiatement, on saisit le laboratoire pour analyse. Et ça nous revient très très vite, en quelques heures, ils ont fait un travail formidable. Bingo, c'est la même série que ce qui a été tiré. Et alors là, pour nous, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il est cuit. Et le soir, on va se fâcher avec lui. Et puis on va finir par le faire moins psychologique et plus matériel. Cette fois, fini les psychocriminologues. Retour aux bonnes vieilles méthodes. Les policiers bombardent Palmier de questions, et ça marche, en partie. Yoni reconnaît enfin un meurtre, mais pas celui sur lequel il est interrogé. La meuf, elle se pointe, et je lui tire dedans. Combien de fois ? Je ne sais plus, mais plusieurs fois. La meuf ? Nathalie Davids. Et les 3 autres ? Les autres ? Il n'y a pas d'autres. C'est la fin de la nuit, il est complètement épuisé, donc on va mettre fin à l'audition, mais on a réussi à obtenir un petit peu d'explication et un soupçon d'aveu. Le lendemain, les auditions reprennent. Les policiers n'ont toujours pas le 7,65, alors ils insistent. Et Palmier leur parle d'un 3e box. Il nous explique que dans son trousseau de clés, qui avait été découvert sur lui, il y a une clé sur un box où serait cachée l'arme. Et il veut bien nous amener à ce box, mais à la unique et seule condition que son avocat nous accompagne. Sans pouvoir respirer, nous voilà rendus sur l'autoroute conduisant à Draveil à 200 km/h en voiture banalisée. Mais sur place, Yoni Palmier tente une marche arrière. Il va essayer de nous jouer les ignorants en disant « Bah non, mais je me suis trompé, finalement, c'est pas là ». Il est vraiment livide, on sent qu'il est très apeuré. Donc on va se refâcher en lui disant « Si tu nous emmènes ici précisément, c'est qu'il y a forcément quelque chose ». Et puis il va finir par nous désigner le bon box. Et là,
Ça va être vraiment l'alu, quoi. On va découvrir que c'est un box aménagé avec une petite mezzanine. On va y trouver des gilets pare-balles, dont un gilet pare-balles lourd. Un nécessaire pour se soigner, avec du matériel médical tactique, de quoi se faire une perfusion, des médicaments, du désinfectant, un lit, un réchaud, des provisions, des pièges au niveau de la porte. Et surtout, dans une petite mallette métallique fermée par un cadenas, qu'on fait sauter bien évidemment, parce qu'on se demande ce qu'il y a, on va trouver un pain d'explosifs. On trouve un nombre incalculable d'armes. Ça va d'une arbalète en passant par 2 7,65. Yoni Palmier va montrer un des 2 7,65 en disant c'est l'arme du crime. Et là, j'entends le commandant dire ça y est. Avec un geste de soulagement collectif des policiers qui se tiennent comme ceci par les épaules. Et nous, avec Yoni Palmier, nous sommes à l'avant d'une des voitures banalisées, assistant à la scène, le box est ouvert. Et je me dis, quelque part, c'est un petit peu de l'âme de mon client qui, dans la pénombre du box, vient de s'ouvrir. Et là, nous basculons dans une toute autre dimension. À ce moment-là, on a l'impression qu'on l'a vraiment démasqué. Parce qu'il va lui-même changer d'attitude. Autant au départ, il était apeuré, stressé. Et là, en fait, il est posé, il répond plus. Puis moi, à un moment, je vais être à côté et je vais lui dire, mais tu te prépares à quoi, là? C'est quoi, ce truc? Et il va sourire, en fait. Chose qu'il faisait pas beaucoup avant. Il va sourire, il va regarder ses chaussures et il va pas me répondre. Et là, on comprend qu'il comptait pas s'arrêter là. Vous interrogez Yoni Palmier à l'issue de sa garde à vue. Quelle impression il vous fait, cet homme? Vous savez que les gens ont le droit de garder le silence à l'interrogatoire de première comparution. Et c'est évidemment ce qu'il a fait. Et on découvre quelqu'un de très surprenant. Un grand échalas, tout mou, qui se tient comme ça. Ça fesse dans son fauteuil. Ça, mais incroyable. Il était comme ça, comme si ça ne le concernait pas. Et il échappe quelques onomatopées d'une voix mourante. Ouais, je vais garder le silence. Un truc comme ça. Bon, très bien. Bah, gardez le silence. Toi. Là, vous le mettez en examen, pourquoi? Ah bah pour les 4 assassinats, naturellement. Pendant ce temps-là, Michel Courtois est toujours en prison. C'est toujours surprenant qu'une personne innocente s'accuse de quelque chose qu'elle n'a pas commis. Mais là, vu le contexte, je pense que M. Courtois s'est laissé entraîner par ses propres mensonges. Il avait la crème des policiers autour de lui, de la brigade criminelle de Versailles qui était autour de lui, qui était là, allez Michel. Et il s'est laissé aller. Il s'est laissé aller comme on peut faire le héros auprès de ses copains dans un bar. Sauf qu'il n'a pas mesuré que faire le héros auprès des policiers en reconnaissant un assassinat, ça avait des conséquences autrement plus dramatiques que de dire qu'on a sauvé quelqu'un sur le coin d'un comptoir de bar, quoi. Et puis, il reste des choses à vérifier. À ce moment-là, il faut s'assurer qu'il n'y a absolument aucun lien entre les deux. On a récupéré l'arme du crime, certes. On sait que les 4 sont faits avec la même arme, mais on n'avait pas encore à ce moment-là l'explication des éléments scientifiques de Michel Courtois, qui en plus s'était totalement fermé après le 4e assassinat et qui ne voulait plus répondre à aucune de nos questions. Ces éléments scientifiques, c'est la poudre relevée sur les blousons et le sac de Michel Courtois. Une poudre dont les experts ont fini par déterminer la véritable origine. En réalité, il n'y a jamais eu de poudre d'arme à feu sur les vêtements de M. Courtois. Il y avait ce qu'on appelle des particules compatibles avec des résidus de tir. Ce qui signifie que ces particules pouvaient s'expliquer par d'autres raisons, et notamment par l'activité professionnelle de M. Courtois. Le fait de travailler dans le bâtiment et d'avoir du plomb ou du barium sur ses vêtements, ça concerne beaucoup de gens. Si on devait arrêter toutes les personnes qui ont ces particules-là sur leurs vêtements, les prisons seraient encore plus remplies qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc là encore,
Cette appréciation erronée, cette incompétence a conduit à un fiasco judiciaire. Yoni Palmier vient d'être arrêté. À ce moment-là, vous vous dites, ça y est, enfin. Exactement. On s'est dit, bon, ça y est, tu vas sortir dans la semaine. Eh non. Et donc, vous allez rester combien de temps en prison après l'arrestation de Yoni Palmier? Je crois que c'est 2 mois et demi, 3 mois. Ça a dû vous sembler long. Vous savez, même si vous passez une journée, c'est très long. Quand vous passez 8 mois et demi en prison, c'est très long. En sachant que vous n'avez rien fait. Et comment s'est passée votre sortie? Très mal. Il était 20h. Moi, c'est ça, il était 20h. On m'a mis dehors comme ça. Comme une merde. Et ça, je le pèse, ce mot. Vous en êtes où aujourd'hui? J'en suis, c'est que les gens vous regardent d'une façon différente. Parce qu'il y a toujours une suspicion sur vous. Même quand vous êtes blanchi à ce point-là? Oui. Ouais. À cause de cette histoire, je trouve plus de travail. Je suis au RSA. Je touche 750 € par mois. Il faut que je me débrouille avec ça. La justice m'a broyé. Les policiers ont leur tueur, mais pas le mobile. Pourquoi Yoni Palmier a-t-il tué 4 personnes qu'il ne connaissait pas, comme ça, froidement, à 33 ans? Dans le quartier, Yoni était un peu spécial. Les gens le regardaient un peu de travers. J'ai le souvenir d'un grand garçon ombrageux, un peu grognon, qui se moquait un peu de tout ce qui était les règles de vie normales. C'est vrai qu'on voit de suite au premier abord que c'est quelqu'un qui est un peu... On le remarque. Qui a pas toute sa tête, quoi, voilà, c'est tout. Mais sinon, après, rien de nous montre que ça peut être quelqu'un de violent ou quoi. Moi, j'ai déjà joué au foot avec lui, Un peu loufoque, un peu bizarre dans son comportement, même avec la petite voiture quand il sortait du parking, comme s'il était un peu isolé dans sa bulle à lui. Il était toujours tout seul, souvent avec sa capuche qui retombait presque sur sa figure. Il était vraiment enfermé, sans doute, dans ses pensées. Et puis, il crachait par terre. Et il était un peu comme un ours qui était mal dans sa peau, qui était pas bien. Ce malaise, Yoni l'a connu dès son plus jeune âge. Benjamin d'une fratrie de 9 enfants, il raconte à la psychologue une enfance malheureuse, entre une mère surprotectrice et un père absent. Il dira de lui, il venait à la maison, il me donnait une pièce de monnaie, il tirait son coup et il repartait. Laissant Yoni seul avec une mère envahissante. Son fils, c'est sa gratification. C'est un petit dernier, elle le met en avant un petit peu comme un, d'après ce qu'il dit, comme un singe savant ou en tout cas comme un objet, qui la valorise. Sa mère lui dit de ne pas frayer avec les autres petits copains. Elle lui dit toujours te mélange pas aux autres, sinon tu vas avoir des ennuis. Elle lui fait porter des vêtements qui lui plaisent à elle, mais qui sont très différents et qui stigmatisent le gamin par rapport à ses copains de classe. Il a l'impression d'être différent, il a l'impression d'être un peu matu, et puis il a l'impression que ça déclenche les foudres de la part de ses petits copains, qui très souvent le prennent comme une tête de Turc. Petit, grassouillé, Yoni vit l'école comme un calvaire. Il s'isole. À 15 ans, il n'a aucun copain. Il passe son temps dans sa chambre à jouer à la console. Il boit, il fume et n'a qu'une passion, la musique. Grâce à un voisin, il est engagé pour animer une émission dans une radio locale. Mais ça se passe mal. Il y a eu une altercation avec mon directeur des programmes, altercation assez violente. Ça a été un échange de mots, tapé sur du mobilier de bureau, des choses comme ça. Et Yoni avait décidé qu'il ne quitterait pas l'émission et que c'était comme ça et que c'était lui qui décidait. Sauf qu'à la fin, c'est lui qui décidait. C'est dans cette radio qu'il tombe amoureux d'une fille qu'il va fréquenter 2 ans, tout en continuant à habiter chez sa mère, à Rissorangis. Il va mettre fin à la seule relation amoureuse qu'il aura de sa vie avec une femme.
Il en fera porter la responsabilité à sa mère, d'ailleurs, qui, selon lui, n'aimait pas cette fille. Et il va avoir une altercation extrêmement violente avec sa mère, au point qu'il sera quand même jugé et condamné et incarcéré 3 mois. En fait, Yoni a poignardé sa mère de 4 coups de couteau. Il prend 18 mois de prison, dont 6 mois fermes. Elle n'avait pas pour autant porté plainte. Quelqu'un d'autre avait dû porter plainte à sa place pour violence familiale. Et je crois qu'elle lui en veut toujours pas. Elle lui pardonne, mais c'était le petit dernier, hein, c'était un peu l'enfant chéri, je crois. À sa sortie de prison, Palmier s'installe dans un immeuble à Draveil. Il a 25 ans et s'isole de plus en plus. À partir de là, il va développer une amitié avec une sorte de groupe dont on peut penser que c'est quand même un peu sectaire, puisque ce groupe partage des rituels de purification avec de l'eau de Cologne, des scarifications et le tout sur une sorte de fond de mysticisme. Entre 2004 et 2005, l'état psychologique de Palmier s'aggrave. Sans emploi, il traîne dans le quartier, vit d'allocations et de petits trafics sous de fausses identités. Les condamnations tombent comme à Gravelotte pour violence aggravée, port prohibé d'armes, escroquerie, menaces de mort réitérées. Son casier judiciaire s'épaissit. Mais sa mère est toujours là pour lui, malgré ses excès, l'alcool, la drogue, les régimes draconiens ponctués de séances de musculation harassantes. Ça dit probablement qu'il y a une lutte interne entre le bien et le mal, puisque quand même ces rituels de purification, y compris, je dirais, cette façon déraisonnable de se muscler pour quelque part purger tous les excès. Bon, on voit quand même que quelque part derrière, il y a un clivage profond entre ce qui est bien et ce qui est mal. Yoni Palmier est aussi dévoré par des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC. Ses mains étaient complètement lisses, comme si je dirais, il n'y a plus d'empreinte digitale, hein, tellement il avait ses mains. Il a du mal à avaler sa salive parce que ça le dégoûte. C'est quelqu'un qui, au lieu d'avaler sa salive, va recracher sa salive dans un mouchoir et faire une consommation assez hallucinante de mouchoirs sur les interrogatoires. Tout ce qui est humeur, tout ce qui est liquide, sécrétion, le dégoûte. Donc l'idée d'avaler sa salive lui est insupportable. A fortiori, avoir des rapports sexuels avec une femme, c'est le même problème. Il y a des sécrétions. Un personnage inquiétant et dangereux. Mais personne dans son entourage ne l'a jamais imaginé dans le costume du tueur de l'Essonne. On ne l'avait jamais vu en moto. On le voyait au volant de sa petite voiturette qui roulait à 40 à l'heure, sur son vélo et d'une manière quelquefois un petit peu l'équilibre minimum. Ça n'avait rien à voir avec l'assurance, la solidité d'un motard qui sait ce qu'il fait, qui maîtrise une machine d'une puissance énorme. Il donnait des noms féminins à ses motos, comme s'il s'agissait de petites copines ou de femmes. Donc on peut penser effectivement que le geste criminel pourrait constituer une sorte d'équivalent orgasmique ou extatique, comme ce passage à l'acte, finalement, équivaudrait symboliquement à une sorte d'orgasme. Vous le réinterrogez ? Est-ce qu'il parle, cette fois ? Ah oui, alors là, il est extraordinairement bavard. On passe quasiment une journée avec lui. Il
nous raconte pourquoi sa vie est organisée avec des box dans lesquelles on trouve des motos, des casques, des armes, des blousons, des mallettes d'explosifs, l'arbalète était terrifiante, des arbalètes, il a 4 adresses, il y a des papiers d'identité au nom de je ne sais plus combien de personnes. Et comment il justifie ça? Il arrive à expliquer tout, c'est inimaginable. Et tout ça, très calmement, toujours affalé sur son fauteuil. Il demande d'aller aux toilettes toutes les 3 minutes, il est très très calme. Puis il dit oui, c'est normal, oui, ça c'est machin, ça c'est truc. Alors il a une vie extrêmement agitée, hein. Il est victime de toutes sortes de trucs. Alors il porte plainte sans arrêt, il est victime d'usurpation d'identité, de vol, de violence, de tout ce qu'on fait, passe sa vie dans les commissariats. Donc il y a toujours des bonnes raisons pour qu'il ait des armes, pour qu'il ait... Alors il a plus de permis parce que évidemment c'était un complot de la préfecture, je ne sais quoi. Donc il a des petites voiturettes. Alors pourquoi il en a 2? Il explique, tout est logique. En même temps, c'était pas crédible, hein, on voyait bien que c'était n'importe quoi, mais il l'assurait avec un aplomb et un calme et une évidence qui était quand même stupéfiante. Et comment il a pu se payer tout ça? Ses voiturettes, motos, box, etc. À mon avis, il faisait un petit peu de commerce de papier, de faux papiers. Et comment il explique les meurtres? Il les explique pas puisqu'il nie, là. On lui a pris son arme. C'est quelqu'un qui l'a menacé parce que, alors je sais plus quoi, c'est une histoire de papier à l'origine, qui lui a cassé l'épaule. Donc c'est pour ça qu'il pouvait ni conduire sa moto, ni tenir une arme. Qui l'a menacé de le tuer, qui l'a obligé à garder son arme dans son box, là, Barbus. Et voilà. C'est pas lui. Évidemment que c'est pas lui. Le 31 juillet 2012, moins de 4 mois après son incarcération, Yoni Palmier convoque son avocat. Il a quelque chose à lui remettre. Il s'agit d'une enveloppe adressée de l'extérieur, visiblement, datée du 25 juillet 2012, qui comporte une lettre dans laquelle quelqu'un, de façon manuscrite, se déclare être le véritable auteur des 3e et 4e faits. Cette lettre ajoute « Les 2 premiers meurtres, ce n'est pas moi, ce sont des potes. » Je cite des potes. Cette lettre, je l'ai ici. Elle est signée Niorka. J'ai manipulé Yoni. Je l'ai obligé à me garder des armes. Ainsi que le 7,65 qui a servi aux assassinats. Nous étions 3 à procéder au crime, dont moi. Juvisy a été fait par un pote. Lorsqu'on la relit attentivement, apparaissent des détails qui n'apparaissaient pas dans la presse jusqu'alors. Et cela signifie clairement que seule une personne qui a assisté aux faits ou qui a commis de plus ou moins près les faits connaît de tels détails. À ce moment-là, je ne sais pas si elle est authentique ou pas. Dès le lendemain de cette visite, l'avocat se rend chez la juge d'instruction qui diligente plusieurs experts. On va également aller chez la mère de Yoni Palmier et on va se rendre compte que les enveloppes qui sont utilisées sont les mêmes que celles que Yoni Palmier utilise quand il écrit à ses proches. Et puis sa mère va aussi nous remettre un stylo que son fils lui avait donné lors d'un parloir. Et là, l'expert est formel, c'est-à-dire que le stylo que Yoni Palmier a remis à sa mère, c'est le stylo qui a servi à écrire cette lettre. Donc tous les éléments vont nous permettre d'affirmer que en fait, c'est Yoni Palmier qui a écrit cette lettre, qui l'a remise ensuite à sa mère, en lui demandant de lui la poster à lui, sachant que sa mère ne savait absolument pas ce que contenait ce courrier à ce moment-là. Vous mettez sous le nez de Yoni Palmier les analyses qui prouvent qu'il est bien lui, l'auteur de la lettre. Oui. Oh, là, il n'est pas idiot, hein. Donc il se défend très mollement. Il a tout de suite compris, puis je sais pas si son avocat lui expliquait que c'était pas la peine de raconter des fadaises. Il dit ouais. Il dit ouais, c'est moi qui l'ai écrite. Ouais. Oui. Mais c'est là qu'il change de thèse. Et c'est quoi sa nouvelle thèse ? C'est le groupement. C'est des gens qui savent qu'il a beaucoup souffert dans sa vie et qui donc vont le venger. Mais ces gens-là, lui, il voulait simplement aller casser des os. Aller quoi ? Oui, exactement, on a fait pareil. Blessé, quoi, j'imagine. Ouais. Il a jamais voulu dire quoi. Il répétait frénétiquement « casser des os ». Casser des os. Mais pas tuer. Et là, c'est le groupement qui a été au-delà. Et il les a d'ailleurs réprimandés.
Qu'est-ce qu'il raconte sur sa vie de si atroce que ça? Il dit que quand il était petit, il était très malheureux, que sa mère ne s'occupait pas du tout de lui. Et puis ensuite, dans sa vie d'adulte, quand il allait dans un club de sport, il se faisait casser la figure. Quand il sortait avec sa Casalini, il se la faisait voler. Quand ses papiers étaient usurpés. Enfin, il était la victime permanente. Alors, évidemment, on a vérifié tout ça. Tout était faux. Donc, il s'est inventé une vie de victime pour pouvoir s'en venger. Mais c'est pas lui qui se venge, c'est d'autres qui dépassent sa vengeance. C'est eux qui vont au-delà. Il n'est jamais sorti de ça. Et les frasques de Palmier ne sont pas terminées. 7 mois plus tard, le 3 mars 2013, il tente de s'évader de Fresnes. Dans sa cellule, les surveillants retrouvent un drap noué de 6,50 m, un crochet de suspension et un couteau artisanal. Palmier est transféré à la prison de Meaux. Les 2 juges d'instruction auront tout tenté pour qu'il s'explique, mais ses propos absurdes et son comportement déroutant auront parlé à sa place. Moi, j'estime qu'il a reconnu sans reconnaître, en fait. C'est-à-dire que la reconnaissance qui est de dire « oui, j'ai fait ça pour telle et telle raison », ça, c'est un raisonnement qu'on attend d'une personne logique et raisonnée. Mais sauf que pour commettre ces 4 assassinats de façon totalement gratuite, il faut forcément avoir un fonctionnement qui est en dehors des schémas habituels. Moi, je trouve qu'à la fin d'un interrogatoire, on sait pourquoi il l'a fait, on sait comment il l'a fait, on a tous ces éléments-là, sauf qu'on n'a pas cette phrase dite « oui, c'est moi qui ai fait tout ça ». Yoni Palmier a continué à nier les faits jusqu'au terme de l'instruction. Pour les familles des victimes, le procès qui s'ouvre devant la cour d'assises d'Évry le 31 mars 2015 représente la toute dernière chance d'entendre ses explications. Il sait qu'il est attendu, il sait qu'on va attendre de lui beaucoup de réponses, et la réponse à une seule question qui était le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est passé à l'acte et pourquoi est-ce qu'il a tué en fait chacune de ces 4 victimes. Pull gris, les mains dans les poches, Yoni Palmier continue de nier catégoriquement les 4 assassinats. Et il ne comprend pas pourquoi la justice s'acharne sur lui. Il est stressé, il sait que ses explications sont faibles. Certaines personnes vont dire qu'il est désinvolte, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est bien plus facile de nier que de reconnaître des choses qui sont dramatiques. Se dire assassin, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Lui-même ne veut pas vivre avec cette étiquette au-dessus du front. S'il se dit concerné par ces 4 assassinats, il n'en est pas l'auteur. Interrogé par le président, il est prostré, souvent silencieux. C'est tout juste s'il admet être complice. Ce qui est frappant chez lui, c'est qu'il est un petit peu spectateur de son procès. C'est quelqu'un qui est dans son monde. D'ailleurs, un des experts nous a expliqué qu'il est dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Dans son box, on avait vraiment l'impression qu'il était complètement à part. Il est à la fois renfermé, il est mystérieux, voire mystique, il a une attitude, il baisse la tête, il répond d'une manière un peu particulière aux questions. Donc l'attitude qu'il a de manière générale est une attitude qui le dessert énormément. Propos décousus ou remarques agacées, Palmier ne fait pas avancer le procès. Pour comprendre sa personnalité, sa famille est convoquée à la barre. Ses frères et sœurs et sa mère, Félicienne. À 81 ans, elle défend toujours son petit. On ne peut pas lui en tenir rigueur parce que c'est une maman. Je pense qu'elle est dans l'incapacité de pouvoir concevoir que son fils puisse être un assassin en série. Elle dit que c'est quelqu'un qui peut pas faire de mal et elle le défend et elle minore un petit peu les faits dont elle a été victime. Les témoignages des familles éplorées, les questions de leurs avocats, tout glisse sur l'accusé qui campe sur sa version d'un groupement vengeur. On ne peut plus se contenter d'être dans le déni et dans l'esquive. Il y a des charges, il y a des éléments matériels, il y a des éléments que l'enquête a amenés, des auditions, des témoignages, des éléments scientifiques. Il faut qu'il s'explique par rapport à ça. L'avocate générale tente de lui faire entendre raison. Il est temps de parler, monsieur Palmier. Vous devez vous expliquer.
Il m'avait interpellée en disant que je le saoulais grave. Enfin, je me souviens, c'était son expression avec mes questions. Donc, il a pu par moments, effectivement, faire montre d'une certaine agressivité ou d'une certaine exaspération. Et puis, quand il est acculé, quand vraiment, on met vraiment tous les éléments qui prouvent que ça peut être que lui, mais dans ces cas-là, il se réfugie dans sa bulle et on n'a plus accès à lui. Les parties civiles ont beaucoup posé de questions pour essayer de comprendre. Est-ce que les victimes étaient choisies? Est-ce qu'elles étaient suivies? Est-ce qu'il y avait une explication? Elles avaient pu le croiser, mal lui parler, enfin, peu importe. Mais en tout cas, quelque chose qui permettait de comprendre. Et là-dessus, on n'a jamais eu de réponse. Dans la deuxième semaine du procès, les experts psychiatres et psychologues se succèdent à la barre. Ce n'est pas un malade mental, il n'est pas atteint de schizophrénie, il n'entend pas des voix qui lui disent de procéder de cette manière. Il est parfaitement responsable de ses actes. En revanche, il y a effectivement des troubles graves de la personnalité, un état limite. Certains ont même parlé de psychose infantile. En tout cas, une souffrance identitaire et un mépris qu'il lit dans le regard des autres qui a entraîné chez lui cette haine des autres et cette envie de les tuer et d'avoir un droit de vie et de mort sur eux. Alors que le procès touche à sa fin, le président de la cour d'assises présente une lettre que Palmier a écrite à l'expert psychiatre quelques jours avant l'audience. Palmier y confesse le premier assassinat. Quand j'ai vu la victime à terre, j'ai ressenti un petit soulagement, y a-t-il écrit. Les avocats des parties civiles se précipitent alors dans la brèche pour lui faire avouer les autres assassinats. On a cru pendant un instant que M. Palmier allait enfin céder et tout simplement jouer carte sur table et avouer les faits. Il n'en a rien été et ça a été effectivement un grand moment de déception pour tout le monde. Le 16 avril 2015, au terme de 2 semaines de procès, l'avocate générale réclame et obtient la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté, assortie d'une mesure de rétention de sûreté, le maximum du maximum. Yoni Palmier est quelqu'un qui est difficilement réadaptable ou curable. Donc effectivement, je pense que quelqu'un comme Yoni Palmier devrait rester le plus longtemps possible en détention. Cette rétention de sûreté, c'est une mesure assez récente. Oui, elle est relativement récente. Elle a été instaurée en 2008 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, après le viol d'un enfant à Roubaix par un pédophile récidiviste qui s'appelle Francis Évrard. Alors, cette rétention de sûreté, elle permet de garder enfermées des personnes qui ont été condamnées à plus de 15 ans de prison et dont on considère, quand elles ont purgé leur peine, qu'elles sont encore extrêmement dangereuses. Elle est reconductible d'année en année, cette rétention de sûreté. Donc, en fait, c'est une peine qui permet de garder des gens enfermés indéfiniment. Et combien de personnes sont concernées par cette mesure? Alors, en 2015, l'administration pénitentiaire donnait ce chiffre, 5 personnes. En fait, c'est une espèce de perpétuité réelle pour Yoni Palmier. Il n'a rien à perdre et il fait appel. Oui, il fait appel et son procès s'ouvre devant la cour d'assises de Paris le 13 mars 2017. Les familles vont arriver avec une colère, parce que recommencer ça, reparler de tout ça, une colère énorme. Et en même temps, une attente. Peut-être y aura-t-il un commencement d'explication. Et cette fois-ci, Yoni Palmier avoue. Les 4 crimes, c'est lui. Je reconnais tous les faits. Je répondrai à vos questions dans la mesure du possible. J'ai agi de manière disproportionnée à des agressions. J'ai pris des victimes au hasard. Les premiers aveux complets, mais les familles devront se faire une raison. Palmier n'ira pas plus loin. Très rapidement, on a compris que la question de pourquoi avez-vous fait ça,
n'allait pas avoir beaucoup plus de réponses que ce qu'on avait eu auparavant. Et après, à mon avis, les explications nous sont données notamment par les experts, hein, qui ont parlé quand même de tueurs en série, de besoin de tuer et de caractère extrêmement répétitif et très dangereux de M. Palmier. Au terme d'un procès long et ennuyeux, l'avocat général demande la peine maximale comme en première instance. Mais le jury se montre un tout petit peu plus clément. Perpétuité avec 22 ans de sûreté. Yoni Palmier accueille sa condamnation les yeux dans le vague, la tête dans les épaules. Cette fois, il échappe à la rétention de sûreté. Peut-être parce qu'il a consenti à des aveux.